Alors, quelles sont les choses qui unissent tous les Américains? Faisons un géodiscote. Chaque épisode de Geography Now sur un pays comporte 4 sections principales. Nous avons la géographie politique, physique, la démographie et la géographie diplomatique, zone d'amis. On parle de cartes, de paysages, de ressources, de commerce, de musique et de culture. On essaye de couvrir tout ce qui concerne un pays. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'aborder quelque chose de plus social. La démographie des États-Unis. Donc, je suis américain et la plus grande partie des spectateurs de ma chaîne sont, sans surprise, mes compatriotes américains. Même si j'essaie de donner une dimension internationale à mon contenu, parfois j'aime rendre hommage à mes compatriotes américains, mon peuple. Et essayer d'expliquer ce qui unit tous les Américains, ce n'est pas la tâche la plus facile parce que ce pays est extrêmement diversifié. Il existe de nombreux groupes ethniques et sous-cultures, chacun ayant son propre mode de vie au sein des communautés et des peuples. C'est un peu comme une foire d'empoigne dans ce pays et c'est justement ça qui fait un Américain. Le fait que tu as le droit de te découvrir toi-même. Mais pour ce que ça vaut, j'ai dressé une liste. Et mes chers compatriotes américains, si vous regardez en ce moment, n'hésitez surtout pas à me corriger si je me trompe sur quoi que ce soit, ou à ajouter des choses à cette liste si vous le souhaitez. Mais j'ai dressé une liste de choses que je crois personnellement être des stéréotypes culturels que nous, les Américains, partageons et que nous comprenons tous plus ou moins de la même façon. Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, que ce soit d'Alaska ou de Floride. Et techniquement, l'Alaska, c'est juste la Floride du Nord, parce qu'il s'y passe aussi des choses folles. Peu m'importe votre race, vos croyances ou votre idéologie politique. Il y a des choses qui transcendent tout ça, et en général, tous les Américains partagent plus ou moins ces références culturelles. Et juste un petit avertissement, beaucoup de choses sur cette liste, je pense qu'elles vont probablement s'appliquer davantage aux millennials. Certains membres plus âgés de la génération X et quelques membres précoces de la génération Z comprennent parfois ces choses. Je ne suis pas sûr pour la génération Alpha, vous êtes des très jeunes avec quelque chose de nouveau. Et saviez-vous que la génération Beta vient de naître? C'était quoi? 2023 a été la première vague de naissance de la génération Beta. Genre, la génération Alpha, vous êtes déjà dépassé, vous êtes déjà trop vieux. Maintenant, la génération Beta est en train de naître et ils vont déjà se faire critiquer rien que parce qu'on les appelle Beta de toute façon. Les Américains, dites-moi si j'ai raison sur ces points. Commençons, première chose, comme mentionné dans l'épisode sur les États-Unis. Aux États-Unis, disons que 2 ou 3 personnes parlent juste à côté de toi à environ 1 mètre. Et elles parlent de quelque chose. Et tu ne peux pas t'empêcher d'écouter ce qu'elles disent. Tu comprends de quoi elles parlent. Tu es passionné par exactement la même chose dont elles discutent. Et tu sais, tu pourrais intervenir et tu as la capacité d'ajouter quelque chose à cette conversation. Aux États-Unis, il est socialement acceptable de s'immiscer dans cette conversation et de donner son avis. J'aime appeler ça l'interruption à l'américaine. D'une certaine manière, il est en quelque sorte socialement acceptable d'interrompre les conversations des gens pour donner son opinion. Si vous vous en sentez capable, voici le truc. Il faut avoir confiance en soi et maîtriser son sujet. Voici ce que j'ai constaté. Dans de nombreux pays, interrompre les conversations est très mal vu, alors qu'aux États-Unis, c'est accepté. Si vous pouvez vraiment tenir bon et apporter quelque chose à la conversation. Si vous êtes fan d'un certain artiste musical et que vous entendez ces personnes parler de la même personne dont vous êtes fan et qu'elles sont aussi fans, quand ils disent de quelque chose, vous ne pouvez pas le garder. Vous devez répondre. Vous avez le droit de les interrompre et de dire « Ouais, et toi, tu sais quoi? » puis d'ajouter à cette conversation. En Amérique, vous pouvez interrompre les gens. C'est bizarre. C'est une forme d'art social très étrange que nous avons, cette histoire d'interruption à l'américaine. Numéro 2. Chaque Américain a une sorte de publicité, de jingle ou de générique d'émission télé coincé dans la tête. Je ne sais pas ce que c'est pour la nouvelle génération, même si c'est la seule chose que je n'aime pas trop. Récemment, ils ont un peu arrêté de faire des génériques avec des paroles et des mots, et maintenant, ce ne sont plus que des instrumentaux. Tu vois, comme Game of Thrones, genre dana nanana nanana nanana. Allez, j'ai envie de chanter sur quelque chose. Je crois que la génération Z a été la dernière génération à avoir de vrais génériques de séries télé avec des paroles. D'accord, alors laisse-moi jouer à un jeu avec toi. Américain, voyons combien d'entre eux vous pouvez deviner. D'accord, si tu es américain, je suis presque sûr que la plupart d'entre vous les connaîtront. D'accord, commençons par des jingles publicitaires. Termine la chanson numéro 1, doum dou 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 dou. Ouah, boum 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 boum, numéro 2. La meilleure partie du réveil numéro 3. Cela pourrait être pour la génération plus âgée. Mais je veux mon bébé, mon bébé, mon bébé. Je veux mon bébé, mon bébé, mon bébé. Je veux mon...
Celle-ci est peut-être plus facile, même des alphas la reconnaîtraient comme un bon voisin. Et celle-là, beaucoup d'entre vous la reconnaîtront. J'adore ce poulet de chez. Pour tous à Chicago, vous connaissez sûrement celui-ci. 5, 8, 8, 2, 300. Voilà le truc. Parfois, on a des pubs régionales comprises selon la ville. Mais oui, c'est ça. Je pense que la plupart des Américains connaissent ces jingles publicitaires. Passons aux émissions de télévision. D'accord, cela peut concerner certains Américains plus âgés. Je ne sais pas ce que regardent les alphas aujourd'hui. Mais si tu es un millennial, un Gen Z tardif ou peut-être un Gen X, tu pourrais en reconnaître beaucoup. D'accord, voyons si tu connais celle-ci. Partout où tu regardes, partout où tu regardes. D'accord, la suivante. Si tu ne la connais pas, tu ne peux pas être américain. Tout le monde la connaît, même sûrement les alphas. À l'ouest de Philadelphie, né et grandi, j'ai passé la plupart de mes journées sur le terrain de jeu. Voyons, celle-ci est assez universelle. Voyons si tu la connais. Un jour ensoleillé chasse les nuages. Maintenant, celle-ci. Si tu viens d'une famille ouvrière sans câble et que tu regardais la télé publique, tu la connais sûrement. D'accord, chaque jour quand tu marches dans la rue, toutes les personnes que tu rencontres, d'accord. Tout le monde la connaît, partout dans le monde. Si tu ne la connais pas, ce n'est même plus une question de nationalité. Alors personne ne t'avait dit que la vie serait comme ça. Passons maintenant aux séries télé noires, car la culture afro-américaine, c'est vraiment différent. Mais voilà le truc, on y est beaucoup exposé dans nos médias. Donc, même si tu n'es pas noir, il y a de fortes chances que tu en sois quand même un peu familier. D'accord? Maintenant, voyons voir. Ce sont les classiques. Certains millennials, membres de la génération X et quelques premiers de la génération Z reconnaîtront sûrement ceux-là. Voyons comment tu t'en sors. Si tu es noir en Amérique, tu connais sûrement ces génériques de séries télé, non? C'est une chose rare de nos jours. Maintenant le monde. Ne te contente pas de suivre un seul rythme, garde la tête hors de l'eau, saisis une vague quand tu peux. Licenciement temporaire. Et le dernier, allez, tellement classique. Tout le monde au barbecue connaît celle-là. Le poisson ne frit pas dans la cuisine, les haricots ne brûlent pas sur le grill. Tous mes Afro-Américains, allez, vous la connaissez. Aux États-Unis, la culture alimentaire n'a pas de règles fixes, contrairement à certains pays très stricts. Il faut prendre petit déjeuner, déjeuner et dîner. On ne boit pas de cappuccino après 11 heures. Leur façon de manger est très stricte. Ici aux États-Unis, tu peux faire ce que tu veux. Et il n'y a aucune honte. Certaines personnes dans ce pays, en fait, sont strictes avec leurs repas. Ils mangent 3 repas par jour. D'autres grignotent sans vrai repas. Certaines personnes comptent les calories, préparent leurs repas et les mettent au congélateur pour leur entraînement. Ici, tu peux vraiment tout faire. Pour nous, tout repose sur la rapidité et le choix. Nous avons inventé la restauration rapide. Donc, dès le plus jeune âge, notre esprit s'habitue un peu à l'idée que je peux avoir ce que je veux comme je le veux. Bien sûr, nous aimons tout personnaliser selon nos envies. C'est pourquoi il y a autant de buffets et de restaurants en libre service où l'on paie au poids. Nous aimons choisir ce que nous voulons, la quantité et la manière qui nous conviennent. Notre nourriture étant rapide et disponible, on a réalisé qu'il n'est pas toujours nécessaire de s'asseoir longtemps pour manger avec des amis ou la famille. Par exemple, en Méditerranée, en Espagne et en Italie, ils ont la sobremesa, ou le lieu de l'apéritif, où ils s'assoient simplement dans un café et discutent pendant des heures avec leurs amis. C'est cool, je comprends, mais après 30 minutes, c'est comme, bon, on a fini de manger. Faisons autre chose. Je n'ai pas envie de juste rester assis ici. J'ai envie de faire d'autres choses. Allez, levons-nous et faisons quelque chose. Pourquoi rester à table après avoir mangé et parlé? Allez, viens, il y a un monde dehors à explorer. Pourquoi tu fais ça? 30 minutes et c'est fini. C'est aussi ce qu'on a compris. Il n'est pas nécessaire de s'asseoir pour manger. On peut bouger en mangeant. C'est comme faire 2 choses à la fois. Nous, les Américains, sommes impatients. Le temps, c'est de l'argent. Je n'ai pas le temps de m'asseoir longtemps pour manger et discuter. J'ai des choses à faire. En Amérique, c'est tout à fait normal de marcher et de manger en même temps. On le fait tout le temps. Je n'ai pas le temps de m'asseoir et de discuter. Je dois manger ce donut, prendre des calories et continuer dans la rue. Tout est tellement disponible immédiatement. Il y a des machines au 7-Eleven qui servent du chili et du fromage à mettre sur tes hot dogs. Si tu t'assois dans un restaurant, souvent ils te donnent simplement un verre d'eau glacée. Et on met de la glace dans notre eau et nos boissons. Pourquoi aimons-nous mettre de la glace dans nos boissons? Je ne sais pas. Peut-être parce que les boissons sont meilleures quand elles sont froides, sauf si elles sont censées être chaudes, comme le café. Et on met même de la glace dans notre café. C'est rafraîchissant, d'accord? Surtout si, par exemple, il fait chaud et que tu veux quelque chose de froid, non?
La glace signifie frais, parfait quand il fait chaud. Rien de compliqué, il faut souvent se rafraîchir. Nous, les Américains, brûlons rapidement, tu sais, toujours ces calories. Sais-tu combien de calories il faut pour porter une fourchette à la bouche? Ça demande beaucoup d'énergie, mec, il faut qu'on se repose après cet exercice, tu sais, le mouvement de la fourchette. À retenir, nous, les Américains, savons que notre nourriture contient beaucoup de mauvaises choses. On en est conscient, même si certains ne le sont pas encore. La plupart d'entre nous le savent. On a vu les vidéos de ce qu'il y a dans les nuggets de poulet et on sait que la nourriture est spécialement conçue pour être addictive. Ça m'est littéralement arrivé quand mes amis non-américains viennent me rendre visite et qu'ils achètent genre de la malbouffe dans les rayons. Attendez, laissez-moi imiter mes amis étrangers quand ils me rendent visite. Pourquoi vous, les Américains, mangez ça? Il y a trop d'arômes, vous en faites trop. Chez moi, c'est meilleur. Je ne comprends pas pourquoi ça vous plaît. Pourquoi vous aimez ça? Je ne comprends pas pourquoi vous continuez à acheter ça et à le manger. Genre, je ne sais pas, vous les Américains, vous êtes vraiment stupides de manger ça. Franchement, je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça. La nourriture industrielle américaine n'est pas toujours faite pour être la meilleure au goût. Elle est faite pour être la plus addictive et hypnotique. Ça te piège. Nous, les Américains, on le sait, ce n'est pas un secret. La liste des ingrédients compte des centaines d'éléments imprononçables et chimiques dont on ignore la nature. Après l'avoir mangé, on se dit « tant pis, je ferai des abdos, si on meurt, on meurt ». C'est triste mais vrai. Tu sais ce qui est encore plus fou? Tu peux aller sur le site de la Food and Drug Administration. Il publie la liste des normes sur les ingrédients et contaminants autorisés dans les aliments transformés. Par exemple, lors de la vente, tu peux vendre des fruits rouges surgelés avec jusqu'à 60 moisissures. Le beurre de cacahuète peut contenir jusqu'à 30 fragments d'insectes et un poil de rongeur par 100 grammes. Aussi, des choses comme le dioxyde de titane, le butylhydroxytoluène, les colorants artificiels, tout cela est autorisé dans notre alimentation. Et selon la Food and Drug Administration, ce sont des niveaux insignifiants qui ne causeront aucun mal s'ils sont ingérés. Ils ont même déjà encouragé à tremper de la pizza dans du chocolat. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit un peu accepter. C'est pour ça qu'il y a en quelque sorte une révolution alimentaire en Amérique en ce moment. Parce que oui. La nourriture est à la fois la cause et la solution de tous nos problèmes. Il suffit de mélanger des produits chimiques et de les cuire, c'est typiquement américain. Oh, ça sonnait mal. Je veux juste préciser, non, je n'encourage pas vraiment les gens à enfourner des produits chimiques. C'était une blague. Les gars, ok, je dois juste préciser parce que vous savez, toutes ces règles et Internet, blabla, peu importe, allez-y, annulez-moi. Je suis déjà un peu mort à l'intérieur de toute façon. Pour changer de sujet, une autre chose qui rassemble tous les Américains, c'est notre haine collective de la saison des impôts, les enfants américains. Vous êtes encore en période d'essai dans la vie, donc pas besoin de vous inquiéter car vous ne payez pas d'impôts. Mais pour les adultes américains, la saison des impôts aux États-Unis, c'est comme une guerre imminente qui plane juste à l'horizon. Chaque 15 avril quand ça arrive, et chaque Américain a sa propre stratégie. Parce que voilà, même notre système fiscal dans ce pays, c'est un vrai free-for-all. Il y a tellement de façons de jouer avec et de le manipuler. Essayez de s'en sortir. Il existe tant de failles et de déductions cachées à exploiter. Certaines personnes créent une société à responsabilité limitée et dissimulent la moitié de leurs revenus. Donc, ça donne l'impression qu'ils gagnent moins et ils paient des impôts sur ce revenu. Et le problème, c'est que si tu fais ça, oui, tu t'en sors en payant moins. Mais ensuite, tu ne pourras pas acheter un bien immobilier ou demander des prêts. C'est comme un jeu d'aventure à choix multiples tordu, avec tellement de résultats différents. Le problème, c'est que la plupart des écoles américaines n'enseignent pas la littératie financière. Après le lycée, tu te dis, d'accord. La mitochondrie fournit l'énergie cellulaire et A2 plus B2 égale C2. On dirait que tu ignores ce qu'est un formulaire 1099K ou comment déclarer une personne à charge. Dans ce pays, tu dois, en quelque sorte, t'apprendre tout ça maladroitement dans la vingtaine et espérer que ça ira. C'est pour ça que tant d'Américains prennent un Certified Public Accountant ou un comptable personnel certifié. Les Certified Public Accountants sont un peu les héros méconnus de l'Amérique. Non seulement ils connaissent toutes les failles et astuces du métier, mais ils savent aussi comment, en quelque sorte, tromper l'Internal Revenue Service, à tel point que, même si vous êtes un entrepreneur individuel avec votre propre entreprise et que vous n'avez presque rien fait, vous pourriez même obtenir un remboursement. Je l'ai déjà vu arriver. Mon Dieu, qu'as-tu fait avec ces chiffres? La saison des impôts? Ah, les Américains, encore une chose qui nous rassemble. Donc, les États-Unis sont la capitale mondiale du divertissement. Et une chose dans laquelle nous sommes maîtres, c'est attirer l'attention des gens. Et une chose que nous avons inventée et que nous aimons vraiment partager. La télé-réalité de bas étage. Certaines personnes dans le monde académique sont même allées jusqu'à qualifier cela de forme d'art.
Elle privilégie stratégiquement le sensationnalisme et le divertissement bas de gamme. Déteste autant que tu veux. Tu regardes et tu ne peux t'arrêter comme notre nourriture pleine de produits chimiques hypnotisants. C'est juste qu'il y a quelque chose d'attirant à regarder des gens vulgaires qui s'en sortent moins bien que toi dans la vie, qui prennent de très mauvaises décisions et qui acceptent de s'humilier à la télévision nationale. C'est presque thérapeutique et rassurant pour soi-même. Le seul pays qui pourrait nous surpasser dans cet art, c'est peut-être le Mexique. Tu as vu ces émissions? Ils font des émissions comme José Luis et Laura, qui est péruvienne, mais elle a été expulsée car les Péruviens ne l'aimaient pas. Elle est maintenant en exil au Mexique, mais c'est une autre histoire. Le monde latino-américain est fou. Côté divertissement, il y a aussi un point commun. Nous, les Américains, on aime vraiment attirer l'attention, même nos introvertis aiment l'attention. Les gens vont se filmer de façon gênante dans leur voiture, en train de faire une crise de nerfs, tout ça dans l'espoir que d'autres les regarderont. J'avoue vouloir un peu d'attention aussi, sinon je ne serais pas sur YouTube. L'attention est la vraie monnaie en Amérique, tu vois? Beaucoup semblent préférer la notoriété à la richesse plutôt qu'être riche et inconnu. Aux États-Unis, être connu et pertinent est un symbole de statut social. Bon, il faut reconnaître que cela concerne surtout les jeunes et les nouveaux millionnaires, les vrais riches comme les milliardaires. Ils préfèrent rester plus discrets et ça c'est encore autre chose, même si tu n'aimes pas montrer ton visage. Par exemple, tu veux que ton commentaire dans la section des commentaires ait le plus de likes, ou tu veux que ton profil reçoive encore des likes. D'une manière ou d'une autre, tu veux quand même que les gens te remarquent. C'est comme ça que la mentalité américaine est un peu construite. En parlant des crises de nerfs en voiture, c'est ça aussi. La voiture fait tellement partie intégrante de l'expérience américaine et elle finit généralement par jouer un rôle clé dans beaucoup de nos vies. Même sans voiture ou si tu ne les aimes pas. D'une manière ou d'une autre, tu te retrouveras dans un moment très important de ta vie qui implique d'être dans une voiture. Que tu aies une discussion sérieuse avec un ami ou que tu sois en voiture à essayer de te comprendre. Il y a de fortes chances qu'à un moment donné, chaque Américain vive un moment important dans une voiture. Pour certains, la voiture est un espace sûr. Je l'ai déjà dit dans l'épisode sur les États-Unis, rien n'est plus américain que d'être dans sa voiture à 3 heures du matin, sur le parking d'un Walmart en train de manger du Taco Bell à réfléchir à ses choix de vie. Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est comme une petite capsule sécurisée dans laquelle tu peux t'installer où personne ne peut entrer. Ça te protège et te met à l'abri. C'est toi seul ou avec quelqu'un d'autre, juste vous deux. Seul avec tes pensées, tu te sens en sécurité dans cette capsule métallique protectrice. Et c'est pour ça que je pense que tant d'Américains s'enregistrent quand ils sont dans leur voiture. Que ce soit pour un mukbang ou une crise de nerfs, on fait des choses dans nos voitures. Et c'est l'autre chose qui nous relie tous, nous les Américains. Le fait que nous avons les histoires les plus folles, comme 73% appartiennent à l'État de Floride. À lui seul. Nous. Nous avons même ici un jeu appelé le défi anniversaire de l'homme de Floride ou le défi anniversaire de la femme de Floride. Tapez votre date de naissance et homme de Floride ou femme de Floride sur Google. Il y aura sûrement un événement insolite ce jour-là en Floride. Un homme de Floride découvre un Nigan dans ses toilettes. Sa fuite en ambulance volée finit chez le shérif. Une femme recherchée de Floride retrouvée cachée dans un canapé. Une femme de 73 ans s'inquiétait de la méthamphétamine qu'elle fumait. Alors elle l'a apportée chez le médecin. En Floride, une femme menace un salon avec une machette et défecte dans une voiture de police. Une mère arrêtée pour avoir transporté ses enfants dans une piscine gonflable sur le toit d'une voiture. La police arrête un homme prétendant que jouer nu au basket améliore ses compétences. Un homme de Floride conduisant une Cadillac par le toit ouvrant déclare qu'il préfère aller en prison que de retourner auprès de sa femme. Un homme filmé en train de lécher une sonnette pendant 3 heures. Un couple de Floride révèle le sexe de son 10e enfant avec un alligator domestique. Une femme de Floride se déshabille et danse nue sur le parking d'un Waffle House. Oh mon Dieu, je suis Waffle House. Waffle House, c'est en gros la Floride des chaînes de restaurants aux États-Unis. La Floride représenterait 73% des histoires folles américaines, dont la moitié se déroulerait dans un Waffle House. Une blague circule à ce sujet aux États-Unis. Si tu veux postuler pour un emploi chez Waffle House, tu dois savoir te battre, parce qu'ils sont généralement ouverts 24 heures sur 24. Tu verras sûrement des choses arriver, mais Waffle House a une excellente semoule, surtout avec œufs et bacon. Peu importe qu'il soit 3 heures du matin et qu'il y ait des drogués ou des gangs, je traverserai la foule pour avoir ma semoule. Et enfin, la dernière chose que les Américains comprennent, généralement, c'est le fait que nous avons toujours vécu dans une nation racialement hétérogène. Vous rencontrerez sûrement des personnes différentes de vous partout dans ce pays. C'est quelque chose qui est tout simplement ancré dans notre psyché de façon régulière et banale. Et je sais qu'en dehors des États-Unis, il y a un peu ce récit dominant selon lequel l'Amérique est un pays tellement raciste. Et à cela, je réponds, oui, il y a du racisme.
Mais je vous mets au défi de marcher dans la rue de n'importe quelle grande ville américaine, d'accord? Chicago, New York, Houston, la Nouvelle-Orléans, Little Rock, Denver, peu importe. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez remarquer qu'il y a un certain degré de diversité raciale dans toutes ces villes. Vous verrez une diversité raciale, blanc, noir, hispanique, asiatique. Ensuite, que remarquez-vous? Toutes ces personnes sont simplement en train de déjeuner, d'acheter du shampoing, d'aller travailler, de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Peu importe leur origine, ils marchent simplement côte à côte et s'occupent de leurs propres affaires. Certes, on ne se tient pas toujours la main en chantant « Kumbaya 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 11 mois sur 12 », non. Mais au moins, dans ce pays, on a en quelque sorte atteint une forme d'indifférence raciale observable les uns envers les autres. Et cela ne veut pas dire, bien sûr, que certaines personnes n'ont pas de préjugés ou ne les expriment pas ouvertement. Les tensions raciales existeront toujours dans toute société diverse, on ne peut pas s'en débarrasser, laissez-moi vous dire. J'ai visité 33 des 50 États américains ainsi que Porto Rico. J'ai observé la situation dans tout le pays, côte ouest, est, midwest, sud, Alaska, Hawaï. Je vous garantis que vous pouvez marcher dans la rue de n'importe quelle grande ville. La plupart des gens ne prêtent pas attention si quelqu'un a une apparence différente. Comme, on y est simplement habitué en tant qu'Américain. Est-ce que les gens se font des idées dans leur tête et peut-être qu'ils ont leurs propres préjugés personnels dans leur esprit? Oui, bien sûr. Ce genre de structure sociale n'est pas nouveau pour nous. On y est habitué. On sait qu'on va croiser des gens différents. Ça ne nous choque pas. La plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Si tu t'occupes de tes affaires, tu n'auras sans doute pas de problème ici. Contente-toi de cela. Je pense que c'est la plus grande force des États-Unis. Des personnes du monde entier peuvent partager leur histoire et enrichir cette société. Tous les pays du monde n'ont pas cela. Alors, mes chers compatriotes américains, comment je m'en suis sorti? Est-ce que j'étais à peu près dans le vrai? Est-ce que j'ai eu raison sur certains points? Ou je ne sais pas. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec tout, mais ai-je globalement compris? Quoi qu'il en soit, au final, l'essentiel c'est que si vous êtes américain, comme si vous êtes citoyen américain, voire même si vous avez une carte verte, ce qui veut dire que vous êtes en quelque sorte fiancé à l'Amérique, et vous allez bientôt vous marier et rejoindre la famille, ce qui est génial. Youpi, si vous êtes américain, vous faites partie de ma famille, peu importe votre histoire ou vos origines. On pourrait même ne pas s'entendre, bon sang, on pourrait même se détester. On pourrait se disputer tout le temps à propos de tout, mais c'est normal, c'est ce que font toujours les familles. L'important, c'est que tu es américain et de ma famille. Je serai toujours là pour toi. D'accord, même si je ne t'aime pas, je serai là pour toi. Tu es ma famille. Par exemple, si tu es sans papier ou avec un visa temporaire bientôt expiré. Par exemple, tu veux immigrer ici et devenir américain. Tu veux vraiment que ce soit chez toi, faire partie de la famille, et tu travailles pour ça. Je dirais que j'espère vraiment que vous prendrez les bonnes mesures pour faire ça, pour rejoindre la famille, et quand ce sera fait, je serai ravi de vous accueillir. Si tu as une bonne moralité et souhaites contribuer ici et rejoindre la famille, si tu veux devenir américain, super, bienvenue dans la famille. Sois juste une bonne personne, c'est tout. Et tu sais, je connais l'atmosphère politique en ce moment. Je sais que beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Ils disent juste qu'ils n'aiment pas être américains. Et je réponds, mec, je ne sais pas. Je veux promouvoir l'unité parmi mon peuple, même si cela prendra du temps. Il y a beaucoup à discuter. Mais je veux tendre vers l'unité, je veux m'efforcer de faire de ma famille une vraie famille. Et si tu veux me détester pour ça, vas-y. Je veux qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui a tenté d'unifier, pas de diviser. C'est tout. Alors, oui mes chers compatriotes américains, dites-moi simplement comment je m'en suis sorti. Si j'ai été nul, dites-le dans les commentaires. C'est apparemment aussi une tradition américaine de critiquer anonymement sur Internet. J'espère que vous passez une bonne journée. À bientôt, restez cool, restez à l'écoute.